très rapidement, je me présente très rapidement. Donc, j'ai été comme Alain Razin, professeur à l'Institut Agro. Lui, Alain était professeur d'œnologie, moi de viticulture. Et nous sommes tous les deux à la retraite et on continue à travailler chacun de son côté. Donc, pour répondre à la question, la vigne a des limites physiologiques en termes de besoins en eau, en termes de contraintes hydriques ou de stress hydrique. Et quand c'est... Alors le premier message que je souhaite faire passer, alors que je vais faire passer des messages qui vont peut-être pas faire plaisir, mais c'est la réalité, quand les limites physiologiques de fonctionnement de la vigne sont atteintes parce qu'elle a un stress hydrique, à part l'irrigation, il n'y a pas d'autre solution. D'accord ? Donc c'est pas la peine d'acheter des poudres de perlimpinpin, ça ne va pas marcher. Alors la question c'est comment on repousse ces limites, bien sûr, et là il y a des réponses. Mais une fois qu'elles sont atteintes et qu'on a fait tout ce qu'il fallait en termes de solutions alternatives ou complémentaires à l'irrigation, eh bien, à part apporter de l'eau, il n'y a pas de solution. Une autre information, c'est que au vignoble, pour faire 1 litre de mou, la vigne va utiliser entre 250 et 350 litres d'eau. D'accord ? Je parle du vignoble, pas de la cave. La cave, c'est encore autre chose. Et donc, il faut cette eau. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas beaucoup d'eau ? Eh bien logiquement, les Romains le savaient déjà, on n'a rien inventé. On diminue la densité de plantation et on diminue la surface foliaire parce que 98% de l'eau est transpirée par les feuilles parce que les feuilles doivent se refroidir. Il ne faut pas qu'elles chauffent trop pour faire la photosynthèse. Alors je vous fais le discours simple. Hein. Et donc, si on réduit la surface foliaire, il faut réduire les rendements, puisqu'il y a un équilibre feuilles-fruits que vous connaissez tous. Et donc la question qui se pose, c'est jusqu'où peut-on réduire les rendements en maintenant l'exploitation économiquement viable. Voilà, c'est une des questions évidentes. Et donc là aussi, il y a des limites. Voilà. Je ne sais pas si... ouais. Nous sommes allés ce matin du côté de Casse-de-Penne là, pour voir des vignes, justement. Est-ce que tu peux raconter ce que tu as vu, ce que tu as constaté sur des vignes qui avaient été irriguées, mais avec très très peu d'eau finalement ? Oui, alors peut-être tout en répondant à la question, je fais passer un autre message qui est celui que... Enfin, je vous ai dit, donc, la vigne a des limites physiologiques et une fois qu'elles sont franchies, malheureusement, elle va dégénérer et donc il faut apporter de l'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vigne est capable de s'adapter, d'accord ? Et donc, elle n'a pas besoin de tant d'eau que ça, à condition que les rendements soient contrôlés et que la surface foliaire associée au rendement soit contrôlée. Donc on arrive aujourd'hui pour des rendements moyens, je vous donne des chiffres, mais c'est moyen, pour des rendements moyens de 45 hectolitres par hectare, on arrive à piloter l'irrigation de la vigne, alors en fonction des pluies et en fonction bien sûr de la teneur en eau du sol, il faut associer ces deux autres compartiments. On arrive à piloter la vigne avec entre 500 et 1200 mètres cubes d'eau par hectare. C'est-à-dire, ça ne fait pas grand-chose, c'est entre 50 et 120 mm. Là, on a un projet dans les PO, ça fait 3 ans que je travaille avec le domaine Lafarge, où on a un projet où, autour de l'irrigation, on essaye d'associer d'autres solutions, c'est pas facile. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Le domaine dispose, sur certains hectares, d'environ entre 300 et 500 mètres cubes par hectare par an, sur à peu près 80 hectares. Et là, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc, tout le savoir-faire consiste à appliquer l'eau quand il faut, au bon moment, et aux quantités suffisantes, pour en particulier éviter les blocages physiologiques de fonctionnement. Donc, il n'est bien sûr pas question d'augmenter les rendements, peut-être de les stabiliser, mais de toute façon, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, ils diminuent par eux-mêmes, ça je peux l'expliquer tout à l'heure, mais on arrive à faire des vins, parce qu'on travaille en même temps avec la date de vendange, donc on arrive à faire des vins sur la fraîcheur avec le grenache, en utilisant en moyenne 500 mètres cubes par hectare et par an, en les répartissant donc
de façon raisonnée. Et pour ça, on ne peut pas faire l'économie de mesurer. Il faut mesurer. Donc il faut mesurer la teneur en eau du sol, l'état hydrique de la vigne, éventuellement faire des bilans hydriques, connaître l'évaporation, etc., ou l'évapotranspiration. Donc ça passe quand même, si vous voulez, c'est cette irrigation de précision, cette irrigation raisonnée, cette irrigation même de conservation. C'est-à-dire, à un moment donné, l'idée, c'est juste d'arriver à maintenir les vignes en vie, en attendant peut-être qu'il repleuve, je ne sais pas, ou en attendant qu'il y ait des barrages qui se construisent, ou qu'on vous amène l'eau du Rhône. Donc c'est de l'irrigation de conservation. Et pour arriver à ce niveau de précision, il faut mesurer. On ne peut pas faire l'économie de faire des mesures au niveau du sol, de la plante et de la demande climatique. Dans ce qu'on a vu ce matin, je me souviens plus les chiffres, mais il n'y avait pas eu beaucoup d'eau. Il restait quoi en fait? Ça a montré que la vigne survivait. Elle peut survivre combien de temps encore? Est-ce que tu peux redécrire ce qu'on a vu ce matin et puis faire un pronostic? Du coup, je vous ai donné des informations, mais je n'ai pas répondu à la question. Bon, donc ce matin, on a vu une vigne qui est irriguée avec les lâchers d'eau dans le fleuve, enfin dans la rivière Agly, c'est ça. Et il y a eu un lâcher d'eau en juin-juillet, enfin bon, bref. Et donc le vigneron n'a disposé d'eau que pendant un mois, et bien sûr, il en a profité pour irriguer sa vigne, mais en tenant compte des tours d'eau, parce qu'il n'est pas tout seul. Et donc il a apporté, au moment de la floraison, il a apporté 3 fois, entre 3 et 4 fois 16 litres par pied. On pourra en reparler tout à l'heure. Moi je ne raisonne pas l'irrigation en millimètres par hectare parce que tout le monde est perdu. Donc on raisonne en litres par pied. Donc il a apporté 3 fois ou 4 fois 16 litres par pied à peu près, ce qui n'est pas beaucoup. Et je vous montre comment le raisonnement se fait en millimètres après. Donc si j'apporte par exemple 25 litres par pied, je vous donne un chiffre que je connais, si j'apporte 25 litres par cep et que je multiplie ça par 4007, ça fait à peu près 12 mm par hectare, d'accord? Et tous les vignerons me disent, 12 mm par hectare, ça fait même pas une petite pluie, c'est pas efficace. Alors si c'est efficace, parce que c'est du goutte à goutte et on apporte l'eau par pied, d'accord, par cep, et donc on s'arrange pour créer un bulbe d'humidité autour du système racinaire. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on arrive à irriguer en maintenant la vigne en vie et en utilisant peu d'eau. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Donc, dès début juillet, il n'y avait plus d'eau après ce lâcher de barrage. Et là, la vigne s'est maintenue avec des petits sarments. Donc, ce qui pose la question de quel sarment choisir pour la taille après. Les petites feuilles, donc ça pose la question de les réserves carbonées. Est-ce que la vigne aura suffisamment de réserves carbonées pour l'année prochaine? Vous voyez, il y a des effets rebonds d'une année sur l'autre. Et comme c'est en pleine période de développement de la vigne, les stress ont eu lieu au moment où les bourgeons se forment, les bourgeons pour la production de l'année prochaine se forment. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces bourgeons ont été capables de faire suffisamment ce qu'on appelle des primordia d'inflorescence, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été capables de fabriquer la production potentielle de l'année prochaine? Ça, c'est une question. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de réserves carbonées qui ont été mises en place dans les racines et dans le bois pour que la vigne reparte l'année prochaine? Parce que du débourrement à la floraison, la vigne, les feuilles ne sont pas source de carbone. Donc la vigne puise son carbone dans les réserves. Voilà. Et ça pose la question comme les sarments sont assez fins, ça pose la question du choix des sarments lors de la taille. Vous voyez. Mais bon, le rendement, bien sûr, a été de 15 hecto-hectares. Et ce que souhaite le vigneron, c'est plutôt 35 hecto-hectares, parce que j'ai cru comprendre que dans la région, aux alentours quand on descend en dessous de 30 hecto-hectares, ça devient plus rentable. Enfin, ce sont des chiffres que tu m'as donnés et que d'autres m'ont donnés. Voilà. Donc cette vigne a passé 2024. Est-ce qu'elle passera 2025 s'il n'y a pas d'irrigation en 2025, en 2026, c'est fini. Vous voyez, ça va assez vite. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, on va être un petit peu optimiste. Maintenant, on va se dire qu'on va avoir un petit peu de pluie cet automne, un petit peu de pluie cet hiver. J'imagine que ça fonctionne aussi un peu pareil pour les arbres. Ça doit tourner un peu dans les mêmes schémas, mais tu pourras nous apporter ton témoignage tout à l'heure, David, si tu veux bien.
Qu'est-ce que les vignerons peuvent faire aujourd'hui à la vigne pour faire le gros dos? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'on change la taille? Est-ce qu'on met des produits? Tu as parlé de poudre de perlimpinpin tout à l'heure, il n'y en a pas une seule qui marche. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour attendre la pluie ou l'eau du Rhône? Mais ça, c'est une autre paire de manches. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas répondre directement à la question, je vais d'abord donner l'information. Il n'y a pas de... Dans les cépages de Vitis vinifera, il n'y a pas de cépage résistant à la contrainte hydrique aux températures élevées. Hein. On entend beaucoup dire que les gens vont aller chercher... Enfin, il y a beaucoup d'essais qui sont faits en introduisant des cépages grecs ou autres, etc., qui sont du reste déjà irrigués dans leur pays. Donc ces cépages sont tolérants, mais ils ne sont pas résistants. Hein. Il n'y a pas de cépage résistant à la contrainte hydrique ou aux hautes températures. Mais ces cépages sont tolérants. Et même si le cépage n'est pas tolérant, il y a l'association cépage-porte-greffe qui est très importante. Par exemple, le Grenache sur 110 Richter, c'est une bête de combat en termes d'adaptation à la contrainte hydrique, pour plein de raisons. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, oui, on peut faire beaucoup de choses, à condition qu'au moins il pleuve un peu. Déjà, on peut essayer de sauver la moindre goutte d'eau qui tombe, soit en faisant un petit griffage, soit en mettant un couvert végétal, bon, à condition que ce qu'on sème pousse. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui pousse, ben, on peut le réenfouir dans le sol et ça profitera à la vie du sol, puisque les micro-organismes ont besoin de sucre pour la vie des sols. Mais bien sûr, pas d'eau, pas de vie des sols. On est bien d'accord. Donc quand on irrigue par cep, on entretient la vie des sols, si vous voulez, autour du système racinaire. Et c'est quand même assez important, surtout si on pense à des stratégies mycorhizes, par exemple. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous parlais de rendre les vignes heureuses, si j'ose dire. Et on n'a pas besoin de racines profondes aussi. Le système racinaire le plus efficace chez la vigne sont les radicelles. Ce sont les racines fines, c'est un système racinaire qui se renouvelle chaque année. Il faut éviter qu'ils crèvent, si c'est possible. Donc c'est pour ça que, vous voyez, on localise l'irrigation. Donc ça, c'est pour parler du système racinaire. Donc à long terme, solution. À long terme, le choix du porte-greffe, la densité de plantation, la surface foliaire et les rendements, ça peut être à court terme. Et à court terme, faire tout ce qu'on peut pour retenir l'eau qui tombe, bien sûr, la faire pénétrer dans le sol. Penser à la matière organique qui sert d'éponge, ça retient un peu d'eau, pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que rien. D'après les chiffres des chambres d'agriculture, la matière organique retient, disons, 1 mm tous les centimètres, et comme elle est sur les 20 premiers centimètres, ça peut vous faire gagner 20 mm, c'est déjà mieux que rien, ça peut limiter un peu l'évaporation. Et après, quand on n'a pas beaucoup d'eau pour irriguer, on essaye de combiner des apports de biostimulants foliaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il existe des produits qui ne sont pas forcément des engrais, hein, qui sont des petits sucres ou des acides aminés qui permettent à la vigne de mieux tolérer la contrainte hydrique. Donc on associe à une irrigation avec pas beaucoup d'eau, donc de précision, des apports foliaires, mais il faut que ce soit des molécules choisies, testées, etc. C'est pas uniquement de l'engrais foliaire. Alors quand il n'y a pas d'eau, bien sûr, les racines ne peuvent pas apporter d'éléments minéraux, donc c'est là où l'engrais foliaire peut être important. Et après, on a donc des essais aussi qui sont menés par le domaine Lafarge, mais pas que. L'IFV mène aussi des essais sur le biochar. Le biochar, c'est du charbon pyrolysé qui retient 2 fois son poids en eau, qui est en général apporté avec de la matière organique. Voilà, est-ce que c'est efficace? Les premiers résultats qu'on a sont prometteurs, mais est-ce que c'est durable? Ça, c'est une autre question. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont essayées et on n'a pas encore la réponse sur la durabilité de ces essais, en particulier, par exemple, avec le biochar. Donc, il n'y a pas énormément de solutions alternatives, sauf si vous avez des témoignages que vous voulez partager, où vous avez réussi des miracles, et ça intéresserait tout le monde. Irriguer sans eau. Bon, j'avoue, le titre était un peu provoquant, mais c'était fait pour ça. Alors ici, bon, il y a la contrainte hydrique, mais il y a la chaleur aussi. Et ça, c'est
c'est une contrainte supplémentaire en fait qui vient aggraver la contrainte hydrique. Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre la chaleur? Est-ce qu'on peut mettre je sais pas, moi j'ai entendu parler qu'on mettait de l'argile sur les feuilles, tout ça. Oui, ça c'est une question importante parce que, alors avant de répondre, je vais encore faire passer une information. Finalement, c'est peut-être pour ça que tu m'as fait venir. Génétiquement parlant, et ça c'est des recherches qui sont menées à l'Institut Agro depuis plus de 15 ans par Charles Romieux, tu sais, et son équipe, un cépage n'est pas capable d'accumuler plus de sucre qu'à hauteur de 10 degrés, hein, en pourcentage d'alcool, quand on travaille par baie, d'accord, sur nos modèles, etc. Ce qui fait qu'à partir de 10 degrés, si le degré augmente, le Brix augmente, c'est parce que la baie perd de l'eau. Et donc, effectivement, ça peut être relativement important. Elle perd de l'eau par évaporation à travers la pellicule. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui marche très bien pour éviter que les baies perdent trop d'eau et qu'on aille vers des pertes de rendement et du flétrissement. Déjà que les rendements ne sont pas élevés. C'est l'ombrage de la vigne. Quelque chose qui marche très bien. Et l'ombrage de la vigne permet aussi de diminuer sa transpiration. Parce que le facteur responsable de la transpiration, c'est plus le rayonnement que la température. Mais la température est importante aussi. Mais le rayonnement joue un rôle important. Donc il y a l'ombrage de la vigne, on va diminuer la transpiration et on va protéger les grappes. On peut protéger les grappes avec effectivement de l'argile. Il y a des essais en cours. Alors, l'efficacité, il faudrait voir les résultats de l'IFV, etc. pour parler d'efficacité. Par contre, ce qui marche très très bien sont les filets. Les filets qui permettent d'ombrer la zone des grappes. Et évidemment, ça coûte une fortune. Tout ça, ça coûte de l'argent. Voilà. Alors, je dois quand même dire un mot sur l'agrivoltaïsme, parce que ça permet quand même d'ombrer la vigne aussi, puis en même temps de faire de l'électricité. On ne va pas discuter là-dessus, parce que voilà, il y a des pour et des contre, mais toujours est-il que bon, c'est une solution qui est quand même assez intéressante pour protéger la vigne du rayonnement et de la chaleur. Alors, la température. Lorsque la vigne a atteint son degré potentiel maximum avant perte d'eau, qui va faire que le degré continue à augmenter, à partir du moment où on a atteint ce qu'on appelle le plateau de chargement de sucre, hein, la baie s'arrête de charger du sucre et là elle commence à perdre de l'eau, et c'est là où les degrés augmentent, aux alentours de 10 degrés, je répète. Là, il y a la technique d'ombrage dont je parlais, mais il faut savoir que les connexions entre la baie et la plante sont interrompues. Donc, l'irrigation devient moins efficace. Alors, on me pose souvent la question, oui, mais est-ce qu'il faut continuer à irriguer? Oui, il faut continuer à irriguer pour plusieurs raisons. La première, c'est pour entretenir la photosynthèse pour les réserves. La deuxième, c'est parce que toutes les baies n'arrivent pas au plateau en même temps. Il peut y avoir 30 jours d'écart entre la première baie qui arrive au plateau et la dernière baie qui arrive au plateau. Suivant les rendements et le poids moyen de la baie, je vous rappelle qu'il y a entre 6 et 10 millions de baies par hectare. Hein, donc on parle là quand même d'une population importante. Vous voyez, donc tout le monde n'arrive pas en même temps au plateau. Donc c'est à ce titre que, comment dirais-je, l'ombrage d'une part est intéressant, et c'est à ce titre que l'irrigation peut permettre aux baies qui ne sont pas arrivées au plateau de continuer à charger du sucre et de l'eau. D'accord, voilà. Pour l'intérêt d'irriguer malgré tout après le plateau de chargement en sucre. Je ne sais pas si ça c'est très clair, parce que c'est pas facile à expliquer, et forcément c'est pas facile à comprendre. Quand vous dites qu'à partir de 10 degrés, il n'y a plus d'interaction entre la plante et en alimentation sucre, en gain de sucre entre la plante et le raisin, nous, vignerons, d'expérience, quand on a une pluie au milieu des vendanges de 10, 15, 20 mm, en général, on a une phase de gonflement qui entraîne une chute de degrés, certes, et après, il y a un temps de latence sur lequel on va attendre de regagner le degré, mais on n'a pas la sensation de revenir au point de départ en termes de rendement jus. On a plutôt l'impression d'avoir gagné un rendement jus avec ces pluies-là. Donc, ce que vous dites, ça contredit ce que je viens d'exposer, non? Non, merci pour la question. À chaque fois, j'ai droit à cette question qui est très importante. Pourquoi? Parce que, d'une part, comme je vous l'ai dit, toutes les baies n'ont pas atteint en même temps. Donc, si vous avez, sur 10 millions de baies, si vous avez 30%
qui n'ont pas atteint le plateau, vous en avez encore 30% qui peuvent charger de l'eau. Mais c'est une vraie question de recherche, parce que, effectivement, une fois que les connexions sont interrompues, il y a quand même de l'eau qui rentre. Et la question, c'est par où elle rentre. Et alors là, je vais employer des mots un peu savants, mais quand je dis que les connexions sont interrompues, elles ne sont pas interrompues à 100%. Mais on ne connaît pas le pourcentage de l'interruption. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a encore 20% de possibilités de transport d'eau par des voies symplastique ou apoplastique, ça devient un peu compliqué. Mais il est possible qu'il y ait de l'eau, enfin, c'est même l'explication aujourd'hui avec mes collègues qu'on retiendra, que l'eau rentre par la pellicule. Et donc, oui, effectivement, s'il pleut, il y a du gonflement, et là, il y a dilution. Pourquoi il y a dilution? Parce que c'est de l'eau qui rentre et la baie ne fabrique rien. Quand la baie charge le sucre et en même temps charge de l'eau, il n'y a pas de dilution. Parce que vous voyez ce que je veux dire, ça va ensemble. Donc là, il y a dilution parce que la baie ne fabrique pas de choses. Je reviens sur cette notion d'échange, parce qu'on sait aussi qu'il y a des cépages qui sont capables de pomper dans leur raisin, la Syrah, et des cépages qui sont beaucoup moins capables de pomper dans leur raisin, comme le Carignan. J'adore ces questions. Alors, ça c'est, j'en ai pas parlé. Je vous ai parlé de l'évaporation de l'eau par la pellicule. Et la question que vous posez, qui est importante aussi, est la question des backflows d'eau de la baie vers la baie. Et cette question, si vous voulez, elle est controversée. C'est-à-dire que vous avez une partie des chercheurs qui pensent qu'il y a un retour d'eau vers la plante, et certains cépages sont plus sensibles que d'autres à ça, et d'autres chercheurs, dont notre équipe fait partie, qui pensent que c'est difficilement imaginable parce qu'on ne voit pas comment l'eau peut repartir à contre-courant, mais à contre-gradient. Mais ceci dit, il y a quand même des études extrêmement sérieuses des Australiens et des Californiens, etc., qui ont montré qu'il y a possibilité de retour d'eau de la baie vers la plante. Et donc, ça, la question est importante. On va dire c'est 50-50, d'accord? Je ne vais pas trancher parce que c'est une discussion encore entre scientifiques, mais c'est important parce que c'est une des raisons qui fait que tu parlais de la température, et maintenant je vais donner un truc, ce que font les pays qui ont de l'eau et qui sont très chauds, c'est quand il y a une vague de chaleur qui arrive, ils préparent la vigne à la vague de chaleur en irriguant. Donc ils irriguent beaucoup et ils irriguent pendant. Et peut-être que s'il y a des backflows d'eau, le fait de donner de l'eau à la vigne peut limiter justement ces retours d'eau vers les feuilles. Donc ça reste une question importante quand même. Mais c'est pas tranché. Je veux pas, vous voyez, je donne les deux avis et j'indique que par rapport à ta question sur la vague de chaleur, quand il y a une vague de chaleur, préparer la vigne si on a de l'eau à la vague de chaleur, c'est une bonne idée. Alors vous allez avoir des gens qui vont vous dire non parce qu'on gaspille de l'eau. Mais si c'est une bonne idée, moi je suis que des essais, je suis pas mal de vignobles en irrigation dans le monde et on suit une centaine d'hectares dans les côtes du Rhône. Et l'année dernière, au mois d'août, il y a eu 4-5 jours, fin août, avec des températures supérieures à 40 degrés. Vous savez, la vague de chaleur, c'est une température supérieure à 35 degrés, d'accord ? Et donc, sur vigne irriguée, on a eu des pertes d'eau de la baie parce que les flux étaient négatifs. Vous voyez, donc même si la vigne était irriguée, on a quand même eu des pertes d'eau à cause de la vague de chaleur. Donc, effectivement, là, la température, même si on a de l'eau, peut faire diminuer les rendements par perte d'eau de la baie. Vous voyez, donc il faut... Et c'est là où ça devient compliqué à raisonner parce qu'on raisonne les deux paramètres en même temps. Oui, je ne sais pas si je réponds, mais... Donc, voilà. Alain. Merci. Peut-être également, enfin, je reviendrai sur quelque chose que nos anciens, nos collègues développaient également, c'est la notion de vigne optimiste et de vigne pessimiste. L'année dernière, moi je l'ai observé dans notre vignoble, on est un des plus impactés du Roussillon, le secteur au-dessus de Rivesaltes. On a une problématique qui s'est fait jour. Pour rejoindre un peu ce que disait mon collègue là, on a les Carignans, par exemple, l'an passé, n'ont pas du tout poussé.
Moi, j'avais des caréniens avec des rameaux de 15 cm. Les Syrah vignes optimistes ont poussé. Alors, effectivement, il y a le flétrissement qui entre en jeu. On peut s'interroger, effectivement, sur ce cheminement inverse des flux de sève, donc en direction du feuillage, sur ces cépages qui n'arrêtent pas de pousser. Alors, ce qui était une qualité quand on a un stress modéré, c'est-à-dire que les pessimistes, les grenaches, les caréniens, etc., les macabeux, ce qui était une qualité, dans un stress, en fait, je dirais, oui, modéré, c'est-à-dire qu'il y a encore un peu d'eau, ça devient peut-être une catastrophe quand on a une pénurie hydrique comme celle qu'on a eue ces dernières années. Et les optimistes qui, eux, continuent à pousser, ils font quand même un peu de photosynthèse, ils font un peu de réserve pour l'année prochaine. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a un autre truc aussi, une autre question que je me pose, c'est les travaux que j'avais menés avec Nicolas de Royer sur les moments de l'irrigation entre pré-véraison et post-véraison. Tu sais, mon objectif, c'était toujours la qualité, les arômes, la qualité, les arômes. Et on s'était aperçu que les irrigations pré-véraison étaient nettement plus intéressantes que post-véraison avec des phénomènes de dilution, etc. Mais l'irrigation pré-véraison, en fait, induit des phénomènes d'osmolyte au niveau de la baie, avec des synthèses de constituants qui sont différentes de celles qu'on a avec une irrigation permanente. Comme tu le dis, le fameux bulbe que tu veux entretenir. Et la question qualité, bon, là on parle un peu d'autre chose. On est dans une situation aujourd'hui qui est extrêmement dramatique. Hein. On ne parle plus de qualité, on parle de survie aujourd'hui. Hein. Mais quand on est dans une logique de qualité, eh bien cette notion de moment d'irrigation est très importante aussi. Je ne sais pas si tu veux le développer ou... Merci Alain. Non, le développer, non, ça nous mènerait trop loin, mais je te suis à 200%, il n'y a pas de problème. Ce qui était un atout par rapport à ces pages isohydriques ou anisohydriques, pour parler savamment, peut devenir, effectivement, tu as tout à fait raison, un problème aujourd'hui. Après, la question de quand et combien apporter d'eau, bien sûr, elle va jouer sur le fonctionnement de la vigne, elle va jouer sur le développement du fruit, voilà. Puisque à partir du moment où sur une vigne le nombre de grappes est fixé et où le nombre de baies par grappe est fixé, donc à la nouaison, disons, les rendements c'est essentiellement dû au grandissement cellulaire, donc c'est principalement dû à l'eau, si vous voulez. Du reste, les Australiens dans les régions sèches se servent de l'irrigation pour contrôler le volume de baies, donc effectivement le rapport pellicule-pulpe et les rendements par pied. Et ce qui a été montré avec Ojeda et sa thèse, c'est que si avant la véraison, on pratique une contrainte modérée qui réduit le volume du fruit, si on remet l'irrigation normalement après la véraison, le volume du fruit n'atteint jamais le volume équivalent au témoin. Donc il y a comme un durcissement des parois cellulaires qui fait que on peut durablement avoir des baies qui restent de volume moyen, on va dire. Donc la question de quand et combien par rapport au rendement, je dirais on sait gérer. Après, la question de quand et combien par rapport à la biosynthèse des composés dans la baie, que tu connais mieux que moi, est effectivement fondamentale. Alors j'ai envie de dire, pour soit te rejoindre, soit tu pourras ne pas être d'accord, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé à des niveaux de stress qui fait qu'on ne fait pas de la qualité. Et donc, l'idée, ça je sais que ça choque, mais bon, alors on peut facilement l'expliquer, mais l'idée c'est d'éviter, c'est la stratégie anti-blocage, c'est d'éviter des blocages de biosynthèse. Donc avant la véraison, vous savez que c'est là où sont fabriqués les tanins, les acides organiques, certains précurseurs aromatiques, et ces composés-là ne sont plus fabriqués après la véraison. Donc l'irrigation, effectivement, se gère avant la véraison pour certains composés, et aussi après la véraison pour d'autres composés, dont les précurseurs aromatiques. Je suppose que certains continuent à se faire, en tout cas à se fabriquer, en tout cas c'est ce qu'on a montré. Donc quand on reste sur de la gestion de l'irrigation, parce qu'on a suffisamment d'eau, on peut effectivement tout contrôler.
c'est-à-dire à la fois rendement et qualité, d'accord? Et on le sait à la dégustation des vins, et si on est content de la stratégie d'irrigation en fonction du millésime, ben voilà, on l'a établi. La date de vendange est primordiale aussi. Nous, on travaille avec les domaines de la vache sur irrigation, solutions complémentaires et date de vendange. La date de vendange vous permet de faire ou du fruit frais, ou du fruit mûr, ou du fruit sur mûr. Et c'est là où on aime ou on n'aime pas. Mais quand vous avez des vignes stressées, où vous avez plus de 20% de baies flétries, bon, ça change totalement la typicité des vins ou le style de vin, ou le profil aromatique des vins. Alors je ne dis pas que c'est bon ou pas bon, je ne juge pas de la qualité. Je parle de profil aromatique. Lorsque vous avez des stress qui sont relativement forts, bah, qu'est-ce qui se passe? L'acidité diminue, les pH augmentent, les arômes sont fusillés, etc., etc. Donc, est-ce qu'on appelle ça de la qualité? Je ne sais pas. Ça peut faire des vins qui sont appréciés sur certains marchés, mais ça ne fait pas des vins frais, parce que le marché, je crois, demande aujourd'hui. Donc, la question que tu poses, ou ce que tu as dit, est très important, et ça se calibre. Alors, si je voudrais, pas résumer, mais je dirais que pour chaque vignoble, chaque cépage, et en fonction des rendements que vous souhaitez ou que vous pouvez faire, et en fonction du profil aromatique des vins que vous voulez faire, et à vous caler l'irrigation si peu d'eau que vous ayez, et surtout, vous travaillez la date de vendange. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on arrive à faire des grenaches fruits frais qui sont excellents en vin rouge ou en rosé, etc. Hein, donc la date de vendange est primordiale là aussi. Je sais pas si... Voilà, donc oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais ça se calibre. Par rapport à ce qu'a dit Alain, ce qu'il faut, c'est vraiment... il ne va pas y avoir de recettes. Vous voyez, moi, je ne vais pas vous donner des recettes et vous dire comment faire. Par contre, on fait du diagnostic et on calibre en fonction de vos objectifs produits. D'accord ? Je pense que c'est clair. Ce qui me fascine, moi, c'est qu'on se rend compte que ça vient percuter finalement toutes les pratiques qu'on a depuis 30, 40, 50 ans. En fait, il faut réinventer. Il faut réinventer la viticulture dans ce contexte-là. Pour terminer relativement rapidement, imaginons que l'eau du Rhône arrive, qu'on a des réserves, l'État fait plus chier personne et signe les autorisations. Là, il pleut un peu, on remplit. Comment on calibre le vignoble pour les années futures pour travailler avec moins d'eau? Parce que de toute façon, la tendance, elle est là et on n'y échappera pas. Soit comment dirais-je, on réfléchit à long terme et on repense la densité de plantation, on repense le système de conduite, on repense la surface foliaire totale par cep et par hectare. Et c'est là où il faut repenser les rendements, il faut les adapter, bien entendu. Il faut penser porte-greffe, ça c'est fondamental. Hein? Oui, c'est-à-dire? Oui, alors, je reviens deux mots sur le greffage. Important. Et il faut penser, si on est sur le long terme, il faut penser donc aux mycorhizes, etc. Il faut penser à tout ça. Donc mon bulbe hydrique autour des racines, moi, je vais entretenir la vie des sols autour des racines, je vais entretenir les mycorhizes si c'est mycorhizes, etc. Enfin, faut vraiment préparer, il faut inventer demain, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Donc il y a des choses que l'on sait faire, et puis il y a des choses qui sont en cours d'essai qui ont l'air de bien marcher. Hein. Il y a des essais mycorhizes en Provence, etc. J'ai l'impression que ça marche pas mal. Donc voilà, il y a des produits qui sont à l'essai aussi, des espèces de biostimulants ou des produits qui permettent à la vigne peut-être de transpirer moins, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui essayent beaucoup de choses et on verra bien ce qui en sortira. Alors le greffage. Il n'y a pas que le greffage, il y a deux points importants, c'est le greffage et la taille. Avant de faire quoi que ce soit dans un vignoble, moi je fais du diagnostic de vignoble. Et si vous voulez, une vigne qui est mal taillée, où vous avez 50% des flux qui sont perturbés parce que le bois et le phloème est nécrosé parce qu'elle a été mal taillée, là c'est pas la peine d'irriguer, vous allez avoir du mal à la récupérer. Le problème, c'est pas avec de l'irrigation qu'on récupère une vigne mal taillée. D'accord ? Et s'il y a un problème de greffage, c'est pas avec l'irrigation que vous allez récupérer le problème de greffage ou de connexion au niveau du porte-greffe et du greffon. Donc il faut penser à intégrer, donc ces questions sont importantes. Il faut vraiment penser à intégrer, c'est-à-dire du sol, la vie des racines, c'est important. Hein. C'est important de réaliser des profils racinaires, de regarder quelle est la profondeur d'enracinement. Moi, la profondeur d'enracinement me permet de gérer l'irrigation.
S'il y a des racines à 1 mètre, je ne vais pas mettre la même quantité d'eau que si les racines s'arrêtent à 60 cm. Vous voyez. Et après, quel type de racines on veut développer, etc. etc. Il y a beaucoup de problèmes de vignes qui sont stressées, en stress hydrique, parce qu'il y a un problème de greffage, parce qu'il y a un problème de taille. Voilà. Donc il n'y a pas, parce qu'il y a un déséquilibre, il y a trop de feuilles, etc. Vous voyez. Donc, c'est pas que... Enfin, l'irrigation, c'est pas magique, hein, ça va pas vous permettre de régler tous les problèmes. Donc c'est bien d'avoir une vision et une approche intégrée du vignoble. Dans le futur, moi je préconise vraiment d'avoir ces approches intégrées et de tout regarder, de penser à tout, quoi. Hein, depuis la qualité du greffage jusqu'à la qualité de l'enracinement, le porte-greffe, etc. etc. Alors, on va tout développer les approches intégrées, mais c'est l'idée. On dirait maintenant c'est holistique, je crois le terme. C'est chiant ça. Est-ce qu'il y a des questions? On a un petit moment encore, oui. Que pensez-vous de l'irrigation enterrée? Alors, c'est encore une excellente question. Il y a les pour et les contre. Alors, l'irrigation enterrée, ça existe depuis 20 ans, c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, certaines sociétés que je ne nommerai pas ont développé des couteurs qui sont adaptés à l'irrigation enterrée. Alors, l'irrigation enterrée ne permet pas tellement de limiter l'évaporation, mais par contre, je vais vous donner les avantages et les inconvénients. Chaque fois, il y a des avantages et inconvénients. Les avantages, c'est que vous apportez l'eau directement au niveau du système racinaire. Mettons, on enterre à 30 cm, d'accord? Donc on est à peu près au niveau du système racinaire et on voit bien que l'eau va venir... Alors ça dépend du type de sol, la répartition de l'eau, hein, parce qu'il y a des diffusions de bas en haut, de haut en bas, et des diffusions latérales en fonction du type de sol. Un sable ne va pas avoir le même comportement qu'un sol argileux, etc. Donc à ce niveau-là, c'est assez intelligent, surtout pour la fertirrigation, parce qu'on amène directement les éléments minéraux là où il faut. Par contre, en climat méditerranéen, les 20 premiers centimètres, ils vont être secs. Alors, en soi, c'est pas grave, mais il n'y a plus de vie de sol là. Vous voyez. Donc si vous avez de la matière organique, ben, ça va moins bien fonctionner, etc. Alors, il y a tout pour ou contre. Voilà. Mais ça marche bien, l'irrigation. Alors, il faut pouvoir enterrer les tuyaux, hein, parce que dans le sable, on a essayé, on s'est planté, on n'avait pas pensé, des fois on est... Enfin, moi, je suis un peu con. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, dans le sable, je vais enterrer, ça va être comme ça, je l'aurai tout de suite au niveau des racines. C'est en Camargue, les racines de 50 cm de profondeur, pas plus. Donc on la met. Et en fait, en creusant la tranchée, comme c'est du sable et que dans le sable, la vigne, elle tient à cause du palissage, toute la rangée est tombée. Donc on a appris rapidement là. Voilà. Sinon après, s'il y a beaucoup de cailloux, évidemment, ça ne va pas le faire, quoi. Voilà. C'est difficile. David? Donc si on arrive à avoir des mini-stockages ou ce type de réserve d'eau sur de la vigne, quelle période il faut utiliser, sur quelle période on peut utiliser au mieux cette eau? La question du positionnement. Oui, tout à fait. Non, mais c'est même la question essentielle. C'est une des questions essentielles. Donc, ça. Alors, si il n'y a pas eu de recharge de la réserve utile l'hiver, il faut, comment dirais-je, commencer à irriguer dès le débourrement. De débourrement à floraison, à nouaison, c'est vraiment une des périodes les plus importantes parce que la vigne élabore ses rendements, d'accord? Et c'est une des périodes les plus importantes pendant laquelle il faut veiller à apporter de l'eau, si peu soit-il, mais c'est une période pendant laquelle il ne faut surtout pas de contraintes hydriques fortes, certainement pas, modérées peut-être, et encore très modérées. Voilà, donc cette période est importante. Après, à la nouaison, donc, si vous voulez, la quantité d'eau que vous allez apporter va jouer sur le volume du fruit, donc vos rendements. Donc vous pouvez choisir de limiter un petit peu de toute façon, vous serez forcé de limiter un peu les rendements par rapport au volume du fruit. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter de l'eau parce qu'on mesure l'état hydrique de la vigne, quand la vigne rentre dans la zone rouge où on sait qu'il va y avoir un stress et que ce stress va bloquer les biosynthèses, acide organique, tanin, etc. Ça, c'est pas bon. Précurseurs aromatiques. On essaye d'éviter
le blocage des biosynthèses décomposées. Parce que, si vous voulez, la baie, c'est pas un ballon qui se remplit. Hein. La baie fabrique beaucoup des composés, des composés de qualité. Beaucoup sont fabriqués par la baie, ils ne viennent pas de la plante. Hein, voilà. Et c'est comme ça que l'on gère. Alors, je ne peux pas vous donner une recette. Je vais vous dire ce qu'on a fait en 2023 dans les Côtes-du-Rhône sur Syrah, Grenache, etc. Donc, l'hiver 2022, très sec, sol sec, etc. Donc, j'ai fait apporter... alors, on a fait le profil racinaire, on a regardé... voilà. Avec ça, on a dimensionné une quantité d'eau par cep, toujours par cep. On a appliqué cette quantité d'eau, on a regardé si ça descendait bien pour quand même au moins humidifier le système racinaire. C'est pas la peine d'aller irriguer là où il n'y a pas de racines. Et donc, on a notre stratégie, je vais vous la dire, ça a été cette année-là 25 litres au débourrement, 25 litres à la floraison. Et après, on a fait 50 litres avant la véraison, et puis 2 fois 50 litres durant la maturation. Les vignerons, après, bien sûr, il y a 100 hectares, moi je ne suis pas partout, donc après on fait des réunions de synthèse, de bilan, etc. Et les gens n'ont pas tellement l'habitude d'irriguer au débourrement, ça ne fait pas partie des mœurs. Et donc ils m'ont dit, les 2 irrigations les plus efficaces que vous nous avez conseillées et qui nous ont sauvé la récolte, si j'ose dire, c'est débourrement floraison. Parce que c'était sec comme un coup de trick. Ensuite, après, durant la saison, il a plu un peu, ça a compensé. Oui. Enfin, je parle des Côtes-du-Rhône, la méridionale. Hein. Oui, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, c'est-à-dire que les irrigations préventives ou les apports d'eau préventifs sont extrêmement favorables, hein, aussi bien pour la synthèse des composés qualitatifs, je pense aux précurseurs d'arômes, on peut penser aux polyphénols également qui se synthétisent avant véraison, donc c'est vachement important. Je me pose la question, moi, du positionnement de cette irrigation. Moi, je vois, quand on a accès, effectivement, comme dans la plaine ici, à des possibilités d'irrigation, soit avec les fleuves côtiers, soit avec le Baronne, si un jour il arrive, dans les coteaux en pente, je pense à Vingros, Totavel, Aupoul et compagnie, on a des gros problèmes. Je me demande si les techniques qu'on a pu voir sous d'autres cieux d'ailleurs, hein, pour amener l'eau là où on doit l'amener, c'est-à-dire au pied de la plante, ne serait pas intéressante. J'ai dans la tête plusieurs cas de figure. Hein. Je pense à Saint-Émilion, par exemple, où à une époque, eux, c'était pour ne pas avoir de l'eau qu'ils avaient fait des paillages plastiques. Je pense à Lanzarote, par exemple, avec leurs entonnoirs. Et je me dis pourquoi on ne pourrait pas mettre une collerette autour du pied de vigne pour que les 7 mm qui nous tombent de temps en temps viennent au bon endroit. Et pas sur l'inule visqueux qui est juste à côté, pas sur la clématite qui est juste à côté, et qui pousse à fond la caisse avec 7 mm. Vous voyez ce que je veux dire? Alors les panneaux, tout ça, ça me gêne un peu en termes de, je dirais, d'image, quoi. Mais bon, voilà. Un petit détail également, si certains ça les intéresse. En 2018, j'ai fait une conférence au Palais des Congrès de Narbonne sur le réchauffement climatique et les arômes. Le stress hydrique et les arômes. Je ne sais pas si tu y étais. C'était il y a quelques années. Ça n'a pas beaucoup changé. Si certains ça intéresse, c'est sur YouTube. Vous la retrouvez encore avec mon nom sur YouTube. Voilà. Intéressant. On a une autre question. Vous parlez de 25 ou 50 litres. C'est, je pense, des arrosages en forme d'orage. Est-ce qu'en apportant des quantités plus réduites tous les jours, ça revient au même ou pas? Je me lève parce que j'ai mal au dos, je suis vieux. Oui, je suis Alain, voilà, on est d'accord, il n'y a pas de souci. C'est aussi un peu comme tu le viens de le... J'arrive, hein. C'est un peu comme tu viens de le dire, c'est un peu aussi à tout le monde d'inventer le futur, là. Hein, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, nous, par exemple, en tant que physiologistes, on nous pose des questions, on n'a pas la réponse. On voit des trucs, on ne les avait jamais vus. Hein. Donc, on est là, bon, bah, c'est pas dans les livres, c'est pas dans les publications, on n'a jamais vu ça. Donc voilà, il faut réfléchir à tout ça et se creuser un petit peu la tête. Donc il faut aussi inventer le futur. Alors en termes de stratégie d'irrigation, donc entre apport massif massif, on s'entend, et apport ponctuel, ça dépend du type de sol. Sur les sables, bien sûr, on va avoir une irrigation que j'appelle moi de plante en pot, ou c'est ce qu'on fait en Camargue, hein, où on apporte 2-3 mm par irrigation, mais on va dire 2-3 fois par semaine. D'accord ?
parce que c'est du sable et que ça ne stocke pas l'eau. Dans les vignobles, enfin dans les sols qui stockent l'eau, moi je suis plus favorable à des apports importants, mais pas avec de l'eau qui va se perdre, des apports importants autour du système racinaire, et de laisser vider le réservoir tranquillement avec la transpiration. D'accord ? Je suis plus favorable à ça que des apports moins importants dans ces types de sols. Et ça dépend. Donc ça dépend du type de sol et où se trouve le système racinaire. Donc je vous donne un exemple concret. Je travaille un peu avec la Macédoine du Nord, avec une winery, et il y a un consultant qui leur a effectivement conseillé d'apporter 2-3 fois par semaine des petits apports. Il a fait crever 150 hectares. D'accord ? Donc, ils m'ont appelé, je suis allé, c'est pas pour me vanter, mais enfin bon. Et j'ai dit non, cette stratégie ne marche pas, et on a creusé, on a vu que ces petits apports ne descendaient même pas au niveau du système racinaire, ou très peu, tellement les premiers 20 cm étaient secs comme un coup de trique, quoi. Climat méditerranéen. Donc ça n'a servi à rien, c'est une irrigation qui n'a servi, ils ont perdu de l'eau. Et quand je suis allé au mois d'août, ils avaient déjà dépensé 1000 mètres cubes. Alors qu'ici, il y a des gens qui rêvent d'avoir juste 500 mètres cubes. Vous voyez pas qu'ici. Donc 1000 mètres cubes avec des feuilles, quand je suis arrivé, des raisins qui flétrissaient, des feuilles jaunes qui tombaient, etc. Donc c'est une question très importante et il faut. La réponse va dépendre du type de sol et du système racinaire. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de recette. À part que dans les sables, je conseillerais des apports fréquents en petite quantité. Mais dans d'autres types de sols, il vaut mieux apporter un peu plus massivement et laisser le sol, le réservoir se vider. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer. Et quand le réservoir se vide et qu'au niveau de la plante ou qu'au niveau du sol, on a atteint un peu la zone rouge, où on commence à rentrer dans du stress, hop, on remonte. Vous voyez ? Donc on fait comme ça. Donc il y a deux stratégies. Il y a celle-là, des apports réguliers, petite quantité, mais encore faut-il que l'eau pénètre et soit utile à la plante. Ou alors il y a la stratégie, on apporte et puis on laisse filer et on réapporte. Mais c'est une vraie question. Donc ça dépend des sols qu'on a en fait. Hein. Une autre question ? Bonjour. Là, on a beaucoup parlé d'irrigation, ou plutôt de quels sont les moments optimaux pour arroser la vigne. Vous pensez que, en faisant l'hypothèse qu'on va retrouver une pluviométrie raisonnable, à partir de quel niveau de pluviométrie vous pensez qu'une installation d'irrigation est plus nécessaire ? Donc sans parler de répartition interpériode, parce que là on est sur 2 années quand même exceptionnelles avec une moyenne de précipitation de 250. On est sur une moyenne PO sur les 50 dernières années qui se situe plutôt entre 400 et 450. Donc en espérant quand même que la situation finisse par se débloquer, est-ce que vous auriez le même discours sur la nécessité de l'irrigation si on retrouvait les 450 millilitres. Voilà. Et ma deuxième question, vous n'allez peut-être pas pouvoir y répondre, c'est vous qui quand même vous intéressez de près à ça, que vous disent les hydrométéorologues sur justement le blocage de la situation PO, quoi. Merci. Alors c'était la dernière question parce qu'on arrive au terme, mais tu as le temps de répondre. Alors, pour les hydrométéorologues, ça je ne sais pas ce qu'ils pensent. Enfin, je sais à peu près ce qu'ils pensent, mais si vous voulez, c'est quand même compliqué de prévoir l'avenir, quoi. Donc, je vais répondre à votre question par rapport à l'expérience Côte-du-Rhône, parce qu'effectivement, en 2022-2023, pas de pluie, donc il a fallu vraiment apporter fréquemment. Et en 2020, donc cette année c'est 2024, là on a eu de débourrement, je viens de faire les courbes là, pour le rapport, de débourement à peu près mi-juillet, il est tombé à peu près 500 mm si vous voulez. Et ça, on pensait, on le voit avec les sondes, on mesure ça, et on pensait que la vigne était beaucoup plus vigoureuse que l'année dernière avec ces pluies. Et on pensait que ça allait suffire. Et en réalité, pas du tout. On s'est aperçu que pour vider ce réservoir qui s'est rempli, ça s'est fait en 3 semaines.
Et quand on a vu la sonde qui commençait à descendre, et puis bon, après les vignerons, ils ont l'habitude, ils regardent la vigne, ils connaissent un peu, hein. Donc, mais surtout, nous, on l'a fait à la sonde. Quand on a vu la sonde qui commençait à descendre en chute libre, et qu'on atteignait, on a fixé des plafonds, nous, hein, de contraintes, de seuil de contraintes, qu'on atteignait la zone rouge, on a tout de suite lancé, parce qu'on lance des bulletins d'irrigation, on a lancé notre premier bulletin d'irrigation avec apport de 50 litres. Voilà, et c'est reparti. Donc, c'est une bonne question parce que, oui, il a plu, mais le sol, ce type de sol ne retient pas beaucoup l'eau, parce qu'il y a 30% de cailloux. On a fait des calculs de teneur en eau du sol avec la sonde, on peut faire des calculs de teneur en eau du sol. On enlève les cailloux parce que ça ne retient pas l'eau. Et on s'est aperçu, donc, bon, d'abord ce sol, enfin, il y a plusieurs types de sol, mais le sol sur lequel, le sol dont je vous parle, on va dire, ne retient pas beaucoup d'eau, d'une part. Donc, effectivement, il s'épuise très rapidement. Et d'autre part, comme il a plu, la vigne a développé une canopée quand même beaucoup plus vigoureuse. Et donc la transpiration a été plus importante. Et c'est à ça qu'on attribue le fait que c'est descendu assez rapidement. Peu d'eau dans le sol, malgré la pluie, et beaucoup de transpiration. Et donc on a malgré tout été obligé de... Donc ça se raisonne comme ça, je ne sais pas ce que je veux dire, je ne peux pas vous donner une recette, mais vous voyez le raisonnement. Il faut mesurer et puis vous regardez. Ok, merci beaucoup Alain. Merci aussi à vous d'avoir assisté à cette causerie. Ou Alain, ou deux Alain, voilà. Je vous propose qu'on cède la place à la conférence suivante et si vous voulez continuer à discuter juste à côté, on peut, c'est possible. Merci à tous.